Alors nous ne pouvons plus attendre, nous ne pouvons plus prendre à la planète plus qu'elle ne peut restituer. Le Havre ne déroge pas à la règle. L'écologie doit être la condition sine qua non de toute politique municipale. L'écologie n'appartient à personne, au contraire, elle appartient à tout le monde. Pour évoquer ce thème avec nous, 3 des colistiers, Axel Ferrard, Véronica Petitjean et Stéphane Madeleine, et puis bien sûr Jean-Paul, et peut-être une première question dans la salle. Alors je crois que c'est Béatrice Arroki qui veut poser cette question. C'est Josette qui nous amène le micro. Béatrice, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui, donc je m'appelle Béatrice Arroki, je suis née au Havre, j'ai toujours vécu au Havre. Je m'occupe d'une AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne sur le Havre. Et ma question est la suivante. Quelles sont les mesures que vous allez mettre en place pour favoriser une alimentation biologique et locale, tant au niveau des consommateurs que des producteurs ? Merci. Axel, est-ce que tu peux répondre à cette question ? Oui, tout à fait. Donc bonsoir, donc Axel Ferrard, 27 ans, éco-aventurier. Donc en effet, vous parlez du bio, c'est évidemment une de nos préoccupations. Je vais éviter de trop toucher le micro. Une de nos préoccupations. Sauf que nous, on est pour le bio, mais on n'est pas pour le bio qui vient de l'autre bout du monde, qui vient souvent dans les grandes surfaces suremballées de plastique. Ça, c'est un premier point. Vous avez parlé d'alimentation, enfin d'agriculture locale, d'alimentation locale. On est pour ça. Une alimentation locale, de saison et bio. Au niveau de ce qu'on souhaiterait faire, c'est déjà informer les consommateurs. Je pense qu'il y a un manque aujourd'hui d'informations sur les lieux de vente, pour savoir où ils peuvent acheter leurs produits locaux, dans une NAMAP, sur les marchés, dans les magasins de producteurs. Ça, c'est fondamental pour qu'ils puissent savoir à côté de chez eux où aller pour acheter les produits locaux. Nos enfants seront les consommateurs de demain. C'est important de les éduquer, de les sensibiliser, de leur mettre les mains dans la terre, qui touchent, qui voient une graine pousser. Donc pourquoi pas mettre des jardins dans les écoles. C'est vraiment les ouvrir à la nature et les reconnecter à la nature. Et je crois que les enfants aujourd'hui ont un peu perdu ce lien-là et c'est important de les reconnecter par rapport à ça. Des hôtels à insectes aussi, ça c'est une idée qui peut être intéressante à mettre en place dans les écoles. Donc l'idée c'est de mieux les faire manger dès le plus jeune âge. La mairie peut garantir également pour les producteurs qui vont s'installer de prendre leur production pour les cantines scolaires, d'acheter la production en amont pour les cantines scolaires. Donc des agriculteurs, des petits producteurs qui vont s'installer autour du Havre en permaculture, en agroforesterie, qui respectent l'environnement pour avoir de l'alimentation saine pour nos enfants dans les cantines scolaires. Ensuite, c'est travailler sur le gaspillage alimentaire en servant une quantité adaptée de nourriture aux enfants. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est important. Il y a une commune qui s'appelle Montsartou, dans le sud, qui a réussi à travailler sur ce thème de gaspillage alimentaire, sur essayer de faire manger moins de viande aux enfants, et qui a salarié un maraîcher au sein de sa commune. Et tout ce travail-là, qui n'a pas pris 2-3 jours, évidemment, ça a pris plusieurs années, mais a réussi à mettre un repas pour les enfants, bio et local, moins cher que ce qu'ils avaient auparavant avec un menu traditionnel. Il n'y a pas assez de producteurs biologiques en Seine-Maritime et autour du Havre. Ça, c'est un constat important qu'il faut avoir. Il y a beaucoup d'agriculture intensive. Ce n'est pas de leur faute. Moi, je tiens à dire que ce n'est pas la faute des agriculteurs. On est tous des consommateurs ici. Ça vient de la politique agricole commune qui est au niveau européen, mais au niveau local, on peut agir énormément. Et c'est pour ça qu'on souhaite accompagner les agriculteurs qui sont déjà en place pour leur faire baisser la part de leurs pesticides et les accompagner à transformer leur culture pour qu'elle soit plus saine et plus respectueuse de l'environnement. Évidemment, notre intérêt aussi, c'est d'installer de nouveaux producteurs bio avec des méthodes de culture respectueuses de l'environnement. Encore une fois, c'est vraiment très important. Permaculture, agroforesterie, agroécologie. Et c'est ces petits producteurs-là, qui respectent l'environnement. Et moi, je tiens à dire que c'est l'agriculture qui est au centre de beaucoup de thématiques. C'est le bien-être au sein de la ville, avoir des zones humides, avoir des fossés, tout ce qui a été détruit par cette politique agricole commune-là, parce qu'il faut savoir que les agriculteurs aujourd'hui, plus ils ont de surface, plus ils ont d'hectares, plus ils sont subventionnés. Et ça, c'est un problème. Nous, on veut aller un peu à contre-courant par rapport à ça. Au niveau du territoire, économiquement, l'argent reste localement. Au niveau de la mobilité, il faut savoir qu'un yaourt dans les grandes surfaces parcourt en moyenne 9000 km.
La mobilité des produits est vraiment importante. Plus les producteurs et les consommateurs sont proches, mieux c'est. Idem pour la mobilité des personnes. Là, sur l'aménagement du territoire, sur les déchets, des produits qui viennent de très loin sont souvent suremballés, je l'ai déjà dit, appuyer sur le vrac, sur la consigne, avec les commerçants, avec les artisans. Sur la santé, diminuer la part des pesticides. Sur la gestion de l'eau et des sols, qui coûte très cher à la municipalité, travailler aussi là-dessus. Sur la biodiversité, je le répète, réimplanter des insectes, des animaux, recréer des écosystèmes vivants. Ça, c'est important. Et au niveau du social, quand les gens peuvent aller sur le marché, rencontrer leurs producteurs, dans un magasin de producteurs, dans une AMAP, avoir ce contact direct avec le consommateur, c'est hyper important parce qu'il peut lui demander, il peut lui poser des questions, des conseils de cuisine, le producteur peut lui répondre, voilà, là j'ai pas de fraises parce qu'il y a eu des intempéries, ce qu'on n'a pas dans les grandes surfaces bien évidemment. Donc le consommateur a le pouvoir et nous on va voter dimanche, un vote très important. Le consommateur, nous consommateurs, on vote tous les jours et on vote finalement pour le monde qu'on souhaite. Et ça, on va tout faire pour essayer que tout le monde en ait conscience. Merci Axel. Est-ce que d'autres colistiers... Jean-Paul, peut-être un petit mot sur le sujet ? Oui, en écoutant Axel, je me disais que nos adversaires qui doivent être devant Facebook, là, à nous écouter, doivent se dire « ouais, mais c'est facile, mais c'est pas possible ». Parce que la mairie, elle ne peut pas acheter comme ça. Elle est obligée de faire des appels d'offres. Elle est obligée et elle ne peut pas acheter aux producteurs locaux. Et en fait, oui, elle peut acheter. Elle n'a pas le droit de n'acheter que aux producteurs locaux, mais elle peut le faire. Et elle choisit, après, quand elle fait les menus, de prendre des aliments locaux, des aliments multinationaux, comme je dis, ceux qui arrivent, qui ont fait les milliers de kilomètres, ou des aliments bio. Et elle peut, le Code des marchés publics permet. Et c'est important de se dire qu'une mairie qui fait des milliers de repas par année, qui peut donner un pouvoir d'achat aux producteurs, qui peut aider les producteurs à investir dans des outils, des producteurs de yaourt et tout, dans des laboratoires, leur garantir à travers un marché que pendant 5 ans, ils vont pouvoir donner leur production aux gamins des écoles, je pense que ça va développer le territoire en matière de maraîchage, en matière de production, etc. Chaque petit producteur ne pourra pas répondre à l'appel d'offres, ça on le sait. Mais les producteurs le savent aussi et ils se sont déjà organisés. Il y a par exemple l'organisation des défis ruraux qui regroupe les producteurs et qui permet aux producteurs regroupés de répondre à des appels d'offres. Et ainsi, on peut travailler à ce que le territoire, en circuit court, et court parce que la distance est faible, puisse être enrichi par justement la dépense publique. Et nous, on souhaite ça, c'est-à-dire que la richesse du territoire profite au développement du territoire, y compris en matière alimentaire. Et puis je partage tout ce qu'a dit Axel, l'éducation. On avait même l'idée à un moment donné de faire des classes de découverte autour de ces sujets d'alimentation. On a rencontré une association à Vresse qui s'appelle Graines d'Union, qui nous parle de permaculture, qui a envie d'éduquer les gamins à ça. Et on dit, voilà, peut-être qu'une classe de découverte où les gamins vont passer 3-4 jours dans ce type de jardin, à découvrir comment on plante, comment on fait que l'humidité du sol reste la même grâce au paillage, comment on procède tout ça. Le Covid nous a appris une chose, cette crise elle nous a appris une chose, c'est qu'on sera beaucoup plus fort demain si on sait produire nous-mêmes nos légumes et si on sait consommer et avoir un territoire qui peut nous nourrir. Je crois que nous, on avait ça dans notre programme avant, on ne l'a pas réécrit, et notre programme, en fait, colle parfaitement à ce que le monde d'après a besoin, c'est-à-dire de cette proximité. Alors plus que jamais, la crise est là, l'épidémie du Covid a accru les difficultés les plus précaires et les différences de traitement. Solidarité, services publics, protection de tous, on ne peut plus laisser autant de gens sur le carreau. Un Havre citoyen s'engage très précisément sur ce point. Avec nous, donc, 3 nouveaux colistiers. Gaël Caetano, Alain Ponvert et Adi Dieng. Et dans le public, une question qui te concerne directement, Gaël, puisque tu es très mobilisé sur la cause des personnes en situation de handicap, avec une dame qui s'appelle Béatrice Levasseur, à qui on va donner un petit micro, tout propre et tout désinfecté. Il n'est pas allumé, mais on va vous aider.
Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors bonjour Béatrice, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alors je m'appelle Madame Levasseur Béatrice, j'ai 65 ans, je suis maman de 6 enfants, dont un jeune qui a 31 ans, qui est trisomique 21. Donc ma question m'amène à vous demander qu'est-ce que le Havre peut faire par rapport à nos jeunes handicapés déficients mentaux en place d'accueil et surtout en hébergement, parce que ça manque cruellement sur le Havre. Voilà. Alors Merci. Gaëlle, est-ce que toi tu peux te présenter rapidement, qu'on fasse Oui. ta connaissance si c'est pas déjà fait? Non, alors bonjour, je m'appelle Gaëlle Caetano, je suis éducatrice spécialisée et co-responsable d'un centre éducatif, social et culturel. Et en effet, dans ce centre, on accompagne des personnes à partir de 6 ans en situation de handicap ou non. Là, par rapport à cette liste, en fait, ce programme, il s'avère que le handicap est quelque chose de très important. Le but, c'est que ce que vous évoquez, en fait, c'est une problématique de l'ordre national. Il est vraiment récurrent et c'est vraiment un point qui, pour nous, est très sensible et il faut absolument qu'on fasse les choses. Maintenant, vous le savez, comme c'est de l'ordre national, il y a plein de démarches administratives qu'il faut évoquer et qu'il faut vraiment faire bouger. Donc, du coup, la ville, nous engageons en fait à être vraiment impliqués avec tous les acteurs, que ça soit la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap, avec la CAF, avec l'éducation nationale. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc déjà là, on va devoir, nous, et on se donne le devoir et l'obligation d'aller à la rencontre de tous ces acteurs. Ensuite, comme ça va mettre du temps, en fait, on va mettre en place le fait que la langue des signes française soit en fait amenée à toutes les personnes en lien avec l'administration, afin que celles-ci, les personnes malentendantes, en fait, rencontrent beaucoup de difficultés. Donc là, le but que les personnes apprennent la langue des signes soit nécessaire. Il y a également ce qu'on a prévu, c'est l'accélération en fait de l'accessibilité en fait à différentes administrations pour les personnes à mobilité réduite. Car il y a actuellement un agenda, mais il faut absolument l'accélérer. On va tous ensemble en fait être mobilisés pour accentuer, accélérer et qu'on parle d'inclusion, mais d'inclusion réelle, qu'on mette les moyens nécessaires pour pouvoir faire avancer et qu'on puisse, on va dire, amener les gens à être tolérants, à accepter et de donner les moyens nécessaires aussi à tous ces professionnels. Mais bien entendu, c'est que des rencontres, c'est que des batailles et que nous sommes vraiment très, très, très impliqués. Il faut absolument que ça bouge à ce niveau-là. Merci Gaëlle. Alors comme je vous le disais, alors oui, oui Jean-Paul au fait, pardon. Excuse-moi, je t'avais oublié. Je suis obligé de réclamer la parole parce que... c'est-à-dire que les citoyens sont aussi efficaces Bah oui, que oui, toi je sais bien, maintenant, bah oui, donc, mais c'est tant mieux. on a tendance à t'oublier. C'est tant mieux, mais par rapport à ce que disait Gaëlle et puis à ce que vous disiez, madame, c'est qu'une mairie, elle ne peut pas tout, on le sait bien. Mais les gens s'adressent à la mairie parce que c'est la proximité. Ils espèrent que quand ils sont dans la difficulté, comme vous l'êtes, comme d'autres familles sont, on en a rencontré beaucoup, et pas que sur les sujets du handicap, sur plein de sujets, la mairie peut dire c'est pas moi, c'est l'État, c'est pas moi, c'est le département, c'est pas moi, c'est la région, puis c'est fini. Nous, on veut être une municipalité qui écoute, qui entend, qui agit aux côtés de ceux qui sont en difficulté, même si ce n'est pas de notre responsabilité de faire, mais qui agit avec eux et qui fait bouger, quel que soit le niveau, qui fait bouger les choses. Ça va exiger que Gaëlle et tous les autres soient ultra disponibles pour écouter, entendre, agir et faire bouger les choses partout. Et on pense que c'est le rôle d'une mairie, d'être au service de ses concitoyens, même si elle ne peut pas répondre immédiatement aux problèmes, même si ce n'est pas de sa responsabilité de le faire, mais elle peut faire bouger les choses. Alors la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et le peuple, c'est vous, c'est moi. Ce n'est pas une élite qui aurait les pleins pouvoirs. Pour influer directement sur nos conditions de vie, par l'accès à l'emploi, la culture, la prise de parole, il n'y a qu'un vote possible. Ce dimanche 28 juin, c'est celui de la liste Un Havre citoyen. Tout de suite, je me rends à la table Urgence démocratique pour retrouver 3 nouveaux colistiers. Messieurs, dames, bonjour. Alors avec nous pour aborder ce sujet, Jaylissa Lambourdière, Laurent Langelier et Sandrine Fernane. Et une question tout de suite, donc je crois que c'est Fabienne de Rouen. On vous apporte un micro.
Ouais. Bonjour, je m'appelle Fabienne de Rouen, je suis enseignante et j'ai 50 ans. Voilà. C'est pas grave. Hein. Donc vous parlez de comité citoyen, d'urgence démocratique. Je voudrais savoir comment vous comptez redonner la parole aux citoyens pour reconstruire la ville, en étroite collaboration avec les élus. Laurent. Alors Laurent, une petite présentation. Bonsoir à tous, je m'appelle Laurent Langelier, j'ai 54 ans et je suis directeur commercial dans une entreprise de pompes funèbres. Alors pour répondre à votre question, madame, la première chose qui va être mise en place dans les quartiers, ça va être les maisons citoyennes. En quoi ça consiste, une maison citoyenne ? C'est un endroit où les élus seront présents et il y aura aussi tous les habitants et toutes les associations des quartiers pour redynamiser tout ça. À l'heure actuelle, on a, pendant le programme, la conception du programme, on a rencontré plusieurs milliers de personnes et ce qui en est ressorti, c'est que les quartiers se sentent abandonnés. Il n'y a rien, ils se sentent oubliés. Et le but de ces maisons de quartier, c'est de redynamiser tout ça. Alors, il y a différentes choses qui vont être créées. Il y aura des conseils de quartier avec une personne qui sera nommée responsable de ce conseil sur une durée de 3 ans pour justement mettre les choses en place en association avec les associations, mais aussi avec tous les citoyens qui le désirent. C'est-à-dire que les maisons citoyennes, ce ne va pas être un endroit clos, fermé. Ça sera vraiment ouvert à tous. Le but de ces maisons, c'est vraiment de redonner un peu l'esprit de village qu'on avait avant dans les quartiers. Parce qu'à l'heure actuelle, chacun se croise, se dit pas bonjour, ou on se connaît plus, et les associations, eh bien, ils sont là, mais on les recentre pas, on ne sait pas. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce qu'on aimerait aussi mettre dans ces maisons citoyennes, c'est remettre de l'administratif. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, toutes les personnes qui sont sur le plateau, s'ils ont besoin de faire des démarches, ils sont obligés de redescendre en ville basse. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible parce qu'un billet de tram, voilà, c'est 1,80 60, pardon, 80. Et ça fait aller-retour, ça fait une somme conséquente. Alors que les personnes qui sont sur la ville basse ont accès à tous ces services. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que dans chaque maison citoyenne, de chaque quartier, qu'il y ait un peu l'administratif. Et puis, pour terminer, cela permettra de retrouver cet esprit de village, comme je vous disais. Et puis, nous, ce qu'on aimerait, c'est que les citoyens redeviennent acteurs et non plus spectateurs. C'est-à-dire qu'on redonne le pouvoir aux citoyens, on les amène, on les incite à réfléchir, on les écoute. Et tous les projets qui seront amenés en maison citoyenne, il y aura une concertation et automatiquement tous ces projets seront redescendus au niveau du conseil municipal. Il est hors de question qu'un projet reste dans un tiroir. Tous les citoyens ont la parole et tous les citoyens seront entendus. Voilà. Merci Laurent. Jean-Paul, quelque chose à ajouter ? Alors moi, je vais faire un petit peu l'actualité de la campagne. Ce matin, on était au Mont-Gaillard. Tu connais bien ce quartier. Et vous savez, si vous vous souvenez, Édouard Philippe, dans le débat télévisé lundi, a annoncé que les magasins fermés dans la galerie marchande du Mont-Gaillard allaient servir et allaient peut-être devenir, c'est son programme, des cellules culturelles pour les habitants du quartier. Ce matin, on était dans le quartier. Les habitants nous ont dit, ça sort d'où ? Pourquoi il dit des choses comme ça ? On n'en a jamais entendu parler, etc. En plus, vous nous connaissez, nous, on est allé un peu investiguer dans le coin, puis on s'est aperçu qu'en fait, il y avait peut-être même des intérêts à ce que la ville vienne prendre la place des commerces qui sont partis par rapport à ceux qui sont propriétaires des lieux. Donc ça, on va y regarder de près. Mais les gens, ils nous disaient, nous, on n'a pas forcément envie d'aller faire de la culture dans la zone commerciale. On peut avoir aussi un espace culturel à côté d'une école. On peut avoir aussi une bibliothèque dans un espace, etc. Enfin, on n'est pas obligé. Ça, c'est la façon dont ils travaillent aujourd'hui. Alors, on pourrait dire c'est un cas exceptionnel, on ne va pas leur en vouloir, c'est une erreur. Mais non, dimanche matin, on était à côté des Halles, les commerçants des Halles viennent nous chercher pour nous dire on va vous montrer quelque chose. Ils ont barré toutes les routes, ils ne nous ont même pas demandé si on était d'accord, si ça nous posait problème, etc. Tout seul, sans demander aux commerçants. On s'est dit, ça fait quand même 2.
Et puis après, on a découvert, quand on est allé dans le quartier des Neiges, que les gens s'étaient retrouvés discrètement dans une zone Céveso, que peut-être leur maison vaudra plus grand-chose dans les années qui vont venir, et que personne de la mairie n'est allé à leur rencontre pour leur dire il y a un sujet, il y a une question, comment ensemble on essaye de construire une alternative pour sortir de cette situation-là. Ça fait trois depuis le début de l'année, et on se dit que cette municipalité-là, elle ne sait pas faire avec les gens. Donc c'est pas, on veut pas l'ennuyer, mais il y a dans sa façon de gérer, il y a un truc qu'elle ne sait pas faire, et elle le démontre tout le temps. Elle ne sait pas co-construire avec les habitants, avec les citoyens. C'est pas son truc. Elle veut décider à leur place. Et ben voilà, on sait quel choix est à notre disposition et est à la disposition des Havraises et des Havrais ce dimanche. Merci Jean-Paul. Alors, je regarde mon portable, mais je vous assure que ce n'est pas parce que je ne suis pas intéressée, c'est parce que je reçois en direct des questions qui nous arrivent via Facebook et qui nous sont transmises. Et donc, c'est notre premier instant réseaux sociaux, Jean-Paul. J'ai compris qu'on changeait. On change, mais on peut... Alors, en fait, la question que nous posent plusieurs internautes, de nombreuses personnes se sont soulevées ces dernières semaines contre le racisme et les violences policières. Cette personne dit « Je sais que Jean-Paul et ses colistiers sont mobilisés de longue date sur ces questions. Quelles seront les actions menées sur ce sujet une fois élus ?» Déjà, dans notre campagne, et avant qu'il y ait eu la question de Georges aux États-Unis et tout, nous avions entre nous et avec les gens déjà eu un grand débat sur Le Havre et son histoire. Le Havre et son histoire négrière. Et la question qui était posée, c'était de dire, est-ce qu'il faut, sur les plaques de rue des négriers, mettre qui ils étaient, ou est-ce qu'il faut défaire les plaques de rue? Déjà, et donc dans notre programme, avant ces événements, on avait déjà inscrit cette dimension-là. Et puis il y a eu la campagne, et puis il y a eu les gens qu'on a rencontrés, et puis il y a eu toutes les rencontres avec les jeunes, ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui nous ont expliqué, et ça fait mal, hein, quand vous avez une jeune fille qui est en doctorat de ressources humaines et qui vous explique que quand elle postule, la dernière question qu'on lui pose après avoir vérifié qu'elle était compétente, c'est si elle était française, parce que son nom n'avait pas une consonance française traditionnelle, Lecoq, oh, c'est l'emblème, mais voilà, son nom, c'était pas celui-là. Eh bien, je vais vous dire, y compris ces jeunes qui veulent faire de la mécanique et tout et qui n'arrivent pas à trouver d'emploi parce qu'ils viennent de tel quartier, etc., ça, une mairie, elle peut créer un climat. Elle peut dire ce climat-là de racisme au quotidien, ce climat-là, on va créer par la culture, par exemple, par le mieux se connaître, mieux vivre côte à côte, mieux se comprendre, comprendre les différences, accepter les différences. Partager aussi la culture. Partager les choses ensemble. Partager des centres de loisirs, partager des classes de découverte, partager des colonies, qui malheureusement, tout ça, ça a un peu disparu dans notre ville, en tout cas en quantité, on a souvent les gamins dehors. Voyager dans la ville, se déplacer facilement, etc. Et ben on se dit que ça peut agir contre le racisme. Mais il va falloir qu'on soit volontariste, et notre liste, elle incarne tout ça. Elle ose porter tout ça, et elle assume le fait de porter tout ça. Et c'est en cela qu'elle est belle, et c'est en cela qu'elle est Le Havre, cette liste. Merci Jean-Paul.